faut savoir que lorsqu'on vient d'une culture qui est assez, somme toute, virile, si l'on passe son temps à s'auto-critiquer, à s'auto-flageller, on n'a strictement aucune chance d'être respecté. Et donc, rendez-vous compte des conséquences pour la cohésion de la nation et pour simplement la paix civile sur le territoire. Bonjour Malika Sorel. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Boulevard Voltaire. Alors Malika Sorel, vous êtes essayiste, ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration de 2009 à 2012. Vous y aviez été nommée par le président de la République, qui était Nicolas Sarkozy à l'époque. Oui. Et aujourd'hui, vous avez rejoint la liste de Jordan Bardella aux élections européennes. Alors pour parler de vous, vous êtes d'origine algérienne. Vous êtes née en France de parents algériens, c'est bien ça. Et vous avez passé 15 années en Algérie avant de revenir en France. Et vous êtes ingénieur et aussi diplômé de Sciences Po Paris. Vous avez même été major d'un MBA qui a fait couler beaucoup d'encre au monde. Peut-être que vous nous en parlerez tout à l'heure. Alors, vous avez donc rejoint le RN. En dites-vous que vous êtes une belle prise de guerre. Vous êtes sous le feu des critiques, comme à peu près tous ceux qui ont passé le même Rubicon que vous. Vous aviez anticipé ce phénomène de lessiveuse médiatique ? Oui, un peu. C'est-à-dire que j'ai anticipé. Je savais que beaucoup regretteraient de ne pas m'avoir récupérée, vu ce que je porte, parce que je suis assez constante en réalité, puisque dès 2007, j'avais tout dit dans le puzzle de l'intégration, les pièces qui vous manquent. Et donc, je m'attendais à cela. La seule chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'était au mensonge. C'est-à-dire le fait qu'on m'attaque sur les idées politiques, sur ce que je porte, ça je l'entends. Mais par contre, qu'on essaie d'inventer des choses sur moi et qu'on me fasse passer pour une menteuse, c'est ce qui a été le cas par un certain nombre de gens, de gauche en particulier. Ça m'a surprise parce que j'estime que dans le combat politique, on doit se battre sur les idées. On doit se disputer quelque part, mais en expliquant ce qu'on porte comme projet. Et c'est au peuple ensuite de trancher en toute connaissance de cause. Mais on ne peut pas se permettre d'inventer des choses au sujet des opposants. Et j'ai été assez surprise également par la fébrilité du président de la République, qui est allé jusqu'à publier les SMS que je lui avais adressés. Et ce qui a été pour moi le plus surprenant dans cette affaire, et ça n'a pas été relevé par les médias, c'est le fait que le président de la République, à mon avis, ne doit pas faire ça. C'est-à-dire qu'il doit rester à son niveau et il ne doit pas laisser penser, parce qu'il y a un journaliste de l'étranger, par exemple, qui m'a contacté, qui m'a dit « ça tourne à l'étranger ». Et le fait que votre président montre qu'il n'est pas capable de garder des éléments de discussion privés, signifie que des chefs d'État étrangers ne peuvent pas non plus faire totalement confiance et qu'il est susceptible de révéler le contenu des conversations. Donc quand on voit la situation dans laquelle nous sommes, y compris de guerre sur le front russo-ukrainien, c'est tout de même assez troublant. Et puis également, et puis je terminerai sur ça parce qu'il ne faut pas non plus leur donner trop d'importance, le fait que certaines personnes avec qui j'ai travaillé ont dit que c'était faux. Alors qu'en réalité, il m'est très facile, très simple, de mettre en évidence, parce que j'ai plein d'éléments que j'ai conservés, des échanges de correspondance, des mails, des dates de rendez-vous, des lieux, y compris des personnalités qui étaient présentes à ces rendez-vous. Il est tout à fait possible pour moi, très simplement, de montrer que ces personnes qui ont dit qu'elles ne me connaissaient pas, que je n'avais pas travaillé sur tel dossier, en réalité, je peux les confondre en moins de 2. Donc je trouve que c'est assez enfantin de leur part. Même, il y a quelque chose qui est malhonnête, qui montre aussi qu'ils ont peur. Ils ont peur, et s'ils ont peur, ça veut dire que nous avons raison. Il faut continuer d'avancer, il ne faut rien lâcher. Est-ce que vous pensez que le traitement dont vous avez fait l'objet a été plus dur en raison de vos origines, comme s'il y avait une dimension de trahison? J'ai vu le mot collabeur dans des commentaires sous l'un de vos tweets. Est-ce que vous vous sentez menacé? C'est une dimension particulière? Menacé, non. Par l'establishment, oui, un peu, parce que
Ils n'acceptent pas le choix que j'ai fait et ça montre leur absence d'esprit de démocratie. Mais sinon, non, parce que ce que j'ai reçu par contre, beaucoup de messages, y compris d'enfants issus de l'immigration, qui me disent oui, le traitement qui vous est réservé, c'est une évidence, n'aurait pas été le même pour d'autres. Et par exemple, ce qui les a beaucoup choqués, parce que certains ont essayé de savoir pourquoi est-ce que tel journal avait enquêté sur moi. Il y a un épisode, c'est-à-dire qu'ils sont allés, les journalistes en question, jusqu'à contacter Sciences Po pour vérifier si j'étais bien major du MBA de Sciences Po Paris. Et sous-entendu, parce que je l'ai dit aux journalistes en question, quelqu'un de mon origine, c'était impossible. Il était évident que je mentais, que je ne pouvais pas avoir été classée première dans une formation à Sciences Po Paris. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis assez choquée. Parce que bien entendu, j'ai immédiatement été contactée par Sciences Po qui m'a alertée sur le fait que des journalistes cherchaient à savoir si oui ou non j'étais bien major. Et ce que Sciences Po a confirmé, c'est inscrit sur mon diplôme. Donc c'est évident que vous voyez, il y a ce racisme tout de même et il faut véritablement en prendre conscience. C'est que les racistes ne sont pas qui l'on croit et qu'en réalité, ceux qui, quelque part, ont capté, essayé tout le temps d'inférioriser les personnes issues de l'immigration, les capter dans un vote, en les maintenant dans une position de victime d'une France qui les aurait brimés, qui leur aurait rien donné, alors que la France leur a tout donné. C'est parce que leurs parents ont quitté leur pays d'origine, qu'ils sont arrivés en France et qu'ici ils ont eu bien davantage que ce que leur pays d'origine aurait pu leur donner, qu'ils en sont arrivés à une certaine situation sociale, même à un bon social. Et donc on voit qu'une partie de l'intelligentsia, en réalité, de l'establishment, y compris médiatique, veut maintenir les enfants d'immigration dans une position victimaire parce que ça les arrange. Ça leur montre qu'ils sont, eux, dans le camp du bien et qu'ils vont s'occuper des petits discriminés, etc. etc. C'est une forme de mépris. C'est un mépris total. Donc non, le collabeur, sincèrement, ça ne me touche absolument pas. Moi, je retiens le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Français, quelles que soient leurs origines, et je l'ai écrit, les Français de cœur et d'esprit, aujourd'hui, comprennent, comme nous, que la situation de la France est extrêmement grave, préoccupante, et qu'il faut qu'on s'engage chacun à son niveau. Alors, quel a été l'élément déclencheur de votre alliement et pourquoi Bardella? Parce que vous avez été très proche de Villepin, hein, oui. Je crois que vous l'aviez rejoint au moment des émeutes de 2005. Vous aviez dit qu'il était le De Gaulle que notre époque exige, je crois. Vous avez été très proche de Fillon. Oui. Vous avez eu il y a quelques mois, je vous ai écouté sur Radio Notre-Dame, des mots très amènes à l'endroit de David Linard. Alors pourquoi ne pas avoir rejoint Bellamy plutôt que Bardella? Oui, pourquoi? Parce que je suis en conformité avec le projet que porte Jordan Bardella et également Marine Le Pen. C'est-à-dire que je dis toujours, je parle toujours en disant de John Locke, le grand philosophe anglais, les actes des hommes sont les meilleurs interprètes de leurs pensées. Et en réalité, moi, je suis quelqu'un de fidèle. C'est-à-dire que quand je dis fidèle, c'est pas fidèle aux hommes, c'est fidèle à mes convictions et à l'urgence du moment par rapport à la France. Ça peut surprendre des personnes, mais oui, on peut être enfant de l'immigration et aimer la France en mourir. C'est-à-dire, c'est un coup de foudre. C'est pour sa culture, sa civilisation, pour ses paysages, pour tout ce qu'elle incarne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la droite n'a rien à voir avec celle que j'ai connue, Dominique de Villepin. Et donc, je ne sais pas s'il nous écoutera, mais je lui dis, cher Dominique, parce que dans le fameux article du... Mais je ne crois pas que ce soit lui qui ait pu dire qu'il ne me connaît pas, tant j'ai des éléments, et même des photos, des enregistrements qui mettent en évidence que lui et moi, nous connaissons très bien, Dominique de Villepin, j'entends, Nicolas Sarkozy, je l'ai accompagné, j'aurais souhaité qu'il soit réélu en 2012. Pourquoi pas à droite? Parce qu'aujourd'hui, la droite ne porte absolument pas le projet que je souhaite porter, que j'ai porté depuis des années. Et quel est-il? C'est le fait qu'aujourd'hui, et il faut le savoir, quand je parle de John Locke, les actes des hommes sont les meilleurs interprètes de leurs pensées, qui est le directeur de cabinet aujourd'hui de François-Xavier Bellamy dans le cadre des Européennes? C'est quelqu'un d'origine marocaine qui, en 2012, lors de la présidentielle de 2012, avait été cofondateur d'un collectif qui s'appelle le collectif du 31 mai, qui a participé à faire chuter Nicolas Sarkozy en 2012. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est très important. Nous sommes dans le sujet de l'immigration et de la régularisation massive. Ce qui s'était produit en 2011-2012, c'est que Claude Guéant, qui était ministre de l'Intérieur, qui pour moi est, je vais dire, parce que j'étais au Conseil à l'époque, c'est le seul ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy qui a véritablement agi et qui aurait pu faire tout ce que nous aurions souhaité faire pour sauver la France de tous les problèmes que nous connaissons. À l'époque, Claude Guéant
a émis ce qu'on appelait la circulaire Guéant. C'est une circulaire qui visait à faire en sorte que les étudiants étrangers qui viennent travailler en France ne restent pas pour travailler. Pour 2 raisons. La raison morale, il n'est pas question de créer un appel d'air et de vider le Maghreb et l'Afrique de ses élites, auquel cas ces pays n'auront plus d'espoir de développement. Et qu'est-ce qui va se produire? Un appel d'air, non seulement l'élite va venir, mais également tous les miséreux vont suivre. Si vous avez dans un pays l'espoir de développement qui s'enfuit, parce que l'élite s'enfuit, les ingénieurs, les médecins, tout ce que vous voulez, tous ceux qui peuvent contribuer à développer le pays, les miséreux vont arriver. Et donc, aujourd'hui, le directeur de campagne de François-Xavier Bellamy est l'un des cofondateurs de ce collectif du 31 mai qui a participé à faire en sorte que cette circulaire Guéant soit supprimée. Et comment est-ce qu'il a fait? Ils ont créé ce mouvement qui a entraîné une partie de la jeunesse à l'époque, et Nicolas Sarkozy faisait face à un procès en racisme. Regardez, il ne veut pas laisser les étudiants étrangers rester, s'installer en France, travailler, etc. Et ça a pris une telle proportion que François Hollande, candidat à la présidentielle de 2012, le fait venir et fait venir ce collectif 31 mai, promet que lui élu, il abrogera la circulaire de Claude Guéant. Ce que fera François Hollande, ça sera sa première décision. Et nous avons aujourd'hui le flux migratoire estudiantin qui est, en volume, le premier flux migratoire en France. Comment est-ce qu'une liste portée par François-Xavier Bellamy peut dire « nous allons lutter contre l'immigration » et avoir comme directeur de campagne celui qui a participé à faire chuter Nicolas Sarkozy et qui est à l'origine, lui et c'est ceux qui ont cofondé le mouvement en question, du premier flux migratoire. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a à mes yeux là une distance et même un abîme entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc de toute façon, je ne me reconnaissais pas du tout. Et vous parlez de David Lisnard. David Lisnard, pour moi, il est un peu isolé. Donc je ne suis même pas sûre qu'il se sente faire partie de cette famille politique. Alors, est-ce que ces gens dont vous parliez, Nicolas Sarkozy, les autres, François Fillon, est-ce que vous avez gardé des relations avec eux? Alors, oui. Oui. Et comment ont-ils réagi? Alors, je ne veux pas trahir de secret. Donc, voilà. Bien sûr, je garde des contacts avec eux. Ce sont des personnalités que je respecte. J'aurais souhaité en 2012 que Nicolas Sarkozy soit réélu parce que véritablement nous aurions pu faire beaucoup de choses. Il y a vraiment eu une évolution et à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy avec l'arrivée de Claude Guéant, nous avons pu faire beaucoup de choses, y compris le fait que nous avions rédigé la Charte des droits et des devoirs du citoyen français et Claude Guéant, dans la foulée, l'a diffusée au préfet et nous avons fait fondre le nombre d'octrois de nationalité française. Donc ce n'est pas rien et j'aurais aimé, et en 2017, comme vous le savez, j'étais très proche de François Fillon et j'aurais rêvé qu'il devienne président de la République. Là aussi, nous aurions agi. Malheureusement, il y a eu un coup d'État démocratique. Nous avons été défaits, mais pas à la régulière. Et nous avons eu, dans la foulée, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire Emmanuel Macron, le flux migratoire qui explose, etc. Et pourquoi Jordan Bardella? Parce qu'il porte exactement ce que je souhaite porter, c'est-à-dire le fait que nous régulions de manière drastique les flux migratoires, le fait que nous en revenions à un certain nombre de principes, à une certaine cohérence par rapport à ce que nous voulons pour la France de demain, le fait que nous ne sommes pas dans le fatalisme, nous refusons ce qui se passe aujourd'hui et le fait qu'on nous dise c'est normal, tout va bien se passer, et puis ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne, avec le pacte migratoire, l'Europe se transforme en centre d'accueil géant, dont la seule préoccupation, c'est d'accueillir et de répartir, de ventiler les migrants à travers les villes et les campagnes européennes. Et pour ceux qui refusent, c'est 20 000 € par migrant refusé. Ce n'est pas l'Europe que nous voulons. Alors, vous dites par exemple que le problème avec une grosse partie de notre immigration est que leur identité culturelle est religieuse. Il y a une confusion entre ces identités. Et vous rappelez les propos de Jean-Paul II selon laquelle la laïcité est un fruit du christianisme. Enfin, je ne sais plus la citation exacte. Pourtant, Marine Le Pen affirme croire à un islam laïcisé par les Lumières, compatible avec la République. Ce sont ses mots en septembre 2016 à l'Université d'été de Fréjus, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre vos positions respectives? Sa position, c'est celle, si vous lisez bien ce qu'elle a dit, sont tout à fait en adéquation avec ce que Tahar Ben Jelloun a dit, c'est-à-dire que le fait de laïciser l'islam,
Ça veut dire, Tahar Ben-Jelloun l'a dit différemment, que l'islam en lui-même ne changera jamais, ce sont les propos de Tahar Ben-Jelloun sur France Culture, mais il appartient aux musulmans, eux, de changer leur comportement, leur pratique, c'est-à-dire de prendre une distance par rapport à ce qui, dans leur identité religieuse et culturelle, et j'avais cité également un rapport de 91 des ministres de la migration au niveau de l'Europe, qui avait identifié que pour la plupart des migrants qui arrivaient en Europe, l'identité culturelle et religieuse se confondaient. Et c'est une réalité, c'est-à-dire que les psychologues l'ont toujours identifié, c'est-à-dire que la culture, ce sont les pressions que le groupe exerce au quotidien sur le développement psychosociologique, psycho-affectif de l'individu. Et lorsque vous regardez tout ce qui se passe en termes d'interdits, fais pas ci, fais pas ça, comporte-toi comme ci, comme ça, en réalité, ça oriente le comportement des individus, et on le voit aujourd'hui sur le territoire français, mais également dans tous les pays européens. Donc non, il n'y a pas de contradiction. Aujourd'hui, nous avons une partie des musulmans qui comprennent, qui doivent se distancer par rapport à certaines pratiques. Mais je l'ai toujours écrit. Si vous prenez, par exemple, à certaines époques du christianisme, certains comportements, si vous rameniez même certains Français qui ont vécu il y a quelques siècles, là, aujourd'hui, je pense qu'ils n'arriveraient pas à cohabiter en intelligence et en adéquation parfaite avec les Français d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une souplesse, il faut qu'il y ait une adaptation, il faut qu'il y ait une disputation démocratique qui fasse que les individus puissent disposer d'une liberté individuelle. Ce n'est pas nécessairement le cas pour les personnes qui arrivent de l'immigration, surtout lorsqu'ils arrivent de pays, et je l'ai toujours dit, parce que le problème principal, c'est que l'immigration a continué à très haut niveau, en provenance de sociétés qui avaient renoué avec la religion comme principe organisateur de la cité, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire la privation de liberté individuelle, donc le choix de son destin personnel, le fait que l'égalité homme-femme n'existe pas dans les pays où moi j'ai vécu plusieurs phases, une phase où la liberté des uns et des autres était respectée, et une phase où ça n'était plus le cas, et donc tout de suite il y a une incidence sur le choix de son propre existence, de sa manière de se comporter, sur l'égalité homme-femme, sur la fraternité, doit-elle transcender ou pas les convictions religieuses, et puis la laïcité dont je parle, oui, Jean-Paul II, je rappelle toujours, c'est très important, mais il n'y a pas que Jean-Paul II, c'est-à-dire que Alexis de Tocqueville en avait parlé, et il avait bien insisté sur le fait que, aussi bien dans le christianisme que dans le catholicisme, rien, disait Alexis de Tocqueville, ne s'opposait à la démocratie. Ce n'est pas nécessairement valable pour d'autres religions. Alors, en revanche, vous avez un point commun avec Marine Le Pen, c'est que vous êtes toutes les deux opposées aux statistiques ethniques. En tout cas, c'est ce qu'elle avait dit en 2020 sur LCI au nom de l'unité du pays. Alors, est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Et à l'heure où la naturalisation à tour de bras tient lieu un peu de manteau de Noé pour masquer qui fait quoi, notamment en matière de délinquance, est-ce que pourtant ces statistiques ne seraient pas bien utiles? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons toujours disposé de toutes les statistiques et tous les éléments qui auraient pu permettre d'agir dans la bonne direction, c'est-à-dire au service de la France et du peuple français. Pourquoi est-ce que certaines personnes veulent les statistiques? Vous avez plusieurs groupes de personnes. Vous avez ceux qui disent « Ah, mais si on avait les chiffres, alors on agirait. » Regardez, aujourd'hui, nous avons les chiffres sur l'insécurité, agissons-nous. L'État n'agit pas. L'État ne fait absolument pas ce qu'il conviendrait de faire pour résorber une partie de la délinquance dont nous savons quelle est l'origine. Donc vous voyez, là, nous avons les chiffres, nous n'agissons pas. Alors, il y en a qui vous disent « Nous n'avions pas les chiffres pour agir. » Moi, je peux vous dire, j'ai été à l'intérieur de la machine, c'est faux. Nous avions toutes les informations depuis très longtemps. Donc il y a des statistiques ethniques faites par le gouvernement. Et des statistiques par origine, bien entendu, par les organismes qui nous communiquent, et nous savons parfaitement en temps réel, y compris la composition des classes, qu'est-ce qui se passe, est-ce que la langue française est dominante ou pas, parce que c'est un problème dans certaines classes, parce que la langue, c'est pas simplement le moyen de communiquer, c'est également, vous transmettez toute une vision des autres, du monde, etc. Et donc, nous avons toutes ces informations. Ensuite, vous avez également des groupes qui veulent les statistiques ethniques. Pourquoi? Parce qu'ils veulent imposer la discrimination positive. On a les statistiques ethniques, on compte, et on va dire, voilà, à tel niveau, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça, etc. C'est-à-dire qu'on transforme la France, c'est-à-dire la méritocratie républicaine, qui est aveugle aux origines, on transforme ce modèle en combien y a-t-il de personnes d'origine arabe, combien y a-t-il de personnes noires, combien... Et puis, j'avais écrit dans un livre, mais les Noirs vont dire, et ceux des îles, on les met où?
est-ce qu'ils vont être comptés ou pas? Quand vous dites les gens d'origine arabe, mais je peux vous dire entre Marocains et Algériens, c'est pas du tout pareil. Donc les gens d'origine algérienne, s'ils sont prédominants, les gens d'origine marocaine vont vous dire ah non, mais le compte n'y est pas. Donc en fait, c'est une subdivision à l'infini. Et il y avait également ce que j'ai toujours appelé le poison de la repentance. Ces statistiques ethniques, on aurait dû se poser la question, pourquoi étaient-elles autant demandées par le CRAN, par exemple? C'est aussi de toujours culpabiliser les Français, de dire, regardez, à tel niveau, il n'y en a pas autant de telle origine. Mais quand on regarde, regardons les pays d'origine de l'immigration, parce qu'on est toujours en train de fouetter la France, la terre d'accueil, mais c'est la même chose dans tous les autres pays européens, occidentaux. On n'est jamais en train de dire, regardez le bond socio-économique que vous faites en une seule génération, quand, et là aussi nous avons les chiffres, le bond économique, souvent, est fait en 4-5 générations pour les Français d'origine. Ceux qui viennent, parce qu'il faut comparer le point de départ et le point d'arrivée. Ceux qui viennent des terres d'accueil, en une génération, ils font un bond économique que les Français d'origine mettent 4-5 générations à obtenir. Ça, on ne le met pas. Donc moi, je souhaite qu'on mette l'accent et qu'on répète à l'infini tout ce que la France a donné, et non pas tout ce que la France n'a pas donné. Il faut dire aussi, mais vos pays d'origine, qu'ont-ils fait pour vos parents? Qu'ont-ils donné? Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Parce que la repentance, et je l'ai toujours écrit, a injecté le poison de la haine dans le cœur d'une partie des enfants de l'immigration. Comment voulez-vous ensuite empêcher une partie de se dresser contre la France? Et d'ailleurs, c'est tout à fait surprenant, c'est surréaliste. Leur pays d'origine a été à l'origine du départ de leurs parents. Il suffit d'un match de foot, ils sortent tous les drapeaux du pays d'origine, et par contre, certains vont jusqu'à fouler, cracher, brûler le drapeau français. Et là, il y a une responsabilité lourde, écrasante, d'une part des élites européennes et françaises pour qui nous concerne, dans ce qui advient, avec des conséquences gravissimes. Quand vous voyez que les policiers se font agresser, que la moitié des enseignants s'autocensurent, et tout ça, c'est la conséquence de cet esprit de repentance, de la détestation d'une partie des élites d'origine pour leur propre pays. Et il faut savoir que lorsqu'on vient d'une culture qui est assez, somme toute, virile, si l'on passe son temps à s'auto-critiquer, à s'auto-flageller, on n'a strictement aucune chance d'être respecté. Et donc, rendez-vous compte des conséquences pour la cohésion de la nation et pour simplement la paix civile sur le territoire. Alors, parlons peut-être de votre passage au Haut Conseil à l'intégration. Est-ce que le nom n'est pas vicié? Alors, c'est vrai que vous l'utilisez, ce mot immigration, dans vos livres. Intégration, pardon. Immigration, intégration, le langage de la vérité, le puzzle de l'intégration. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas parler d'assimilation? Ne crève-t-on pas d'avoir trop parlé d'intégration et pas assez d'assimilation? Alors, le Haut Conseil d'intégration, je vais simplement dire, il a été dissous au printemps 2013. Par François Hollande, parce que nous mettions sur le tapis les problèmes de laïcité qui se posaient dans l'enseignement supérieur. Oui. Avec la contestation. Ils n'ont pas été réglés. Non, absolument, mais vous voyez ce que nous avons aujourd'hui, ce qui se passe dans les établissements scolaires. Lorsque je parle d'intégration, quand je parlais immigration-intégration, il faut savoir que l'intégration à la française a toujours signifié, fait mention d'un processus qui, lorsqu'il réussissait, conduisait à l'assimilation. C'est le modèle d'intégration à la française et qui conduit à l'assimilation, c'est-à-dire le fait de devenir un semblable des Français d'origine, le fait de faire sienne la culture d'origine, le fait d'endosser, d'assumer le passé, l'oubli des pages sombres de l'histoire d'Ernest Renan dans sa conférence en Sorbonne. Et donc c'était ça, le processus d'intégration. Alors après, dans mes ouvrages, je distingue plusieurs aspects et j'estime que d'avoir tout confondu a conduit au malheur. C'est-à-dire que je parle d'insertion, de l'obligation de l'insertion dans la société française, c'est-à-dire que vous arrivez dans un pays, que vous soyez d'accord ou pas, avec les normes de comportement, avec ce qu'on appelle la civilité, les mœurs, les us, coutumes, vous êtes tenu de les respecter. C'est ce que nous faisons lorsque nous sommes en voyage au Japon, dans d'autres civilisations. Immédiatement, nous regardons comment les gens fonctionnent autour de nous et pouf, nous mettons dans le flot, nous nous adaptons. Même si nous ne partageons pas finalement ce qui n'est que la traduction de la civilisation. Ça, c'est l'insertion. Elle est obligatoire. On ne doit pas permettre que n'importe qui, que ce soit les parents, les enfants, transgressent ces lois de l'insertion. Vous avez l'intégration culturelle.
L'intégration culturelle, c'est le fait, vous voyez, dans un cas, l'insertion, vous respectez, mais ces principes et valeurs ne sont pas nécessairement les vôtres, vous n'adhérez pas nécessairement. Dans l'intégration culturelle, vous commencez à vous approprier ces principes, ces valeurs qui structurent l'identité du peuple de la terre d'accueil et vous mettez à les transmettre à vos propres enfants comme étant les leurs. Ensuite, il y a l'assimilation, c'est-à-dire ce à quoi conduisait le processus d'intégration à la française, le modèle d'intégration à la française. Et l'assimilation, c'était quoi? C'était le fait de choisir la France comme sa patrie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous sentez davantage concerné par le partage du destin du peuple français, du peuple de la terre d'accueil, que du peuple de vos ascendants, du peuple d'origine. Et j'ai toujours dit que cette dimension-là ne pouvait pas être imposée, parce qu'il y a une dimension morale et affective qui se joue. Il faut pouvoir déjà soi-même l'assumer vis-à-vis de ses propres ascendants. C'est comme si vos enfants viennent et vous disent « maintenant je vais être chinois, et mes enfants seront chinois ». Même si vous êtes démocrate dans l'âme, vous ne pouvez pas empêcher d'avoir un pincement de cœur et de dire « mon Dieu, qu'ai-je fait pour que mes enfants deviennent chinois ?» épousent la civilisation chinoise, se battent pour la continuité historique de la civilisation chinoise, parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, la continuité historique de la France. Et donc, c'est quelque chose qui est extrême, qui peut être douloureux, qui est douloureux. Moi, je vais vous dire, pour parler de mon cas, mais ça illustre beaucoup de ce que j'ai pu voir autour de moi. C'est-à-dire que même en étant française, c'est-à-dire j'étais déjà française, avant même d'avoir la nationalité française, j'étais française, et même là, je me suis aperçue qu'il y avait toute cette souffrance parce que les ascendants ne comprennent pas et on n'a pas envie de faire de la peine à ses propres parents parce qu'il y a la dimension affective qui est forte et à un moment donné, on se dit oui, moi c'est comme ça, il y a une bifurcation, c'est-à-dire que mes descendants vont être inscrits dans un arbre généalogique qui n'est pas celui de mes ascendants. Et il y a la dimension amour qui ne se met pas en équation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vibrez pour la France beaucoup plus que vous vibrez pour le... Et ça se traduit même, je vais vous dire, même quand vous entendez l'hymne national. Il y a quelque chose qui se passe, vous faites corps avec le peuple de la terre d'accueil. Et je veux rappeler ici, parce que je l'ai toujours rappelé, pour dire la complexité du processus d'assimilation, c'est que Daniel Lefebvre, le grand historien Daniel Lefebvre, avait fait des travaux avec Pierre Milza. Et ils avaient mis en évidence que les Italiens, le flux migratoire 1870-1940, en dépit de la grande proximité, on peut même presque superposer l'identité, vous avez tout, hein, l'identité romaine, grecque, le christianisme, avec les Italiens. Seul un Italien sur 3 a réussi à faire souche, a réussi à s'assimiler. Rendez-vous compte de la difficulté, et 2 sur 3 sont repartis. Comment a-t-on pu penser qu'avec un flux migratoire autrement plus distant au niveau culturel, on parviendrait à faire mieux que les Italiens 1 sur 3. Donc il fallait mettre la borne et avoir conscience de ces difficultés. Et pour pas qu'il n'y ait de méprise, j'ai toujours écrit que l'assimilation, c'était un choix personnel qu'on ne pouvait pas l'imposer. Mais lorsque les personnes ne réussissent pas leur assimilation, on fait respecter le code civil. Ce que nous avons fait avec Claude Guéant lorsque nous avons fait fondre le nombre de naturalisation. Quelqu'un qui n'est pas assimilé n'a pas à recevoir la carte d'identité française. Pourquoi est-ce que c'est grave ce qui s'est passé, le fait qu'on ait distribué les cartes en dépit d'une non-assimilation qui s'avérait de plus en plus conséquente? C'est qu'il y a également le droit de vote. Et le droit de vote, c'est le statut d'architecte du projet politique collectif démocratie, un homme égale une voix. Donc ça veut dire que si nous ne partageons pas le même socle de principes et de valeurs, nous n'allons pas décider du même projet de société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans une certaine difficulté. Oui, c'est tout à fait intéressant, mais quand on vous écoute, on se dit finalement qu'on parle beaucoup de discipline, d'autorité, d'école, de culture, d'histoire, sur tous les plateaux de télévision et dans le monde politique, pour résoudre les problèmes rencontrés par l'immigration massive. Mais est-ce que le seul vrai sujet dans l'immigration massive, c'est pas le mot massive? C'est-à-dire que, prenons l'abaya, s'il y avait 2 filles ou un nombre de filles qu'on puisse compter sur les doigts d'une seule main qui souhaiteraient se porter l'abaya ou se voiler, ça poserait aucun problème. Le problème, c'est que là,
nous essayons de faire prendre une mayonnaise avec un volume d'ingrédients tout à fait déséquilibré. Est-ce que le vrai problème, c'est pas le nombre, finalement? Absolument. Mais la question du nombre est une question décisive, centrale. C'est pour ça que l'une des premières mesures, ça doit être de réguler les flux migratoires et de les diminuer de manière drastique. Il n'y a qu'en Europe qu'on se pose la question. Rendez-vous compte ce qui nous arrive. C'est comme si votre voisin accepte énormément de personnes et qu'à un moment donné, il dit vous n'avez pas le choix, vous devez les faire rentrer chez vous. Mais vos enfants vont vous dire il y a un problème. Lorsque je vous parlais du le droit de vote, et puis il y a aussi le titre de propriété, parce que la carte d'identité, c'est un titre de propriété sur la terre. Donc vous mettez en indivision vos propres enfants. Ils peuvent vous demander des comptes s'il n'y a pas de fraternité, s'il n'y a pas l'adhésion à un même projet culturel, etc. Donc oui, la question de l'immigration, c'est pour ça que je vous ai parlé du pacte migratoire européen, elle est centrale. On ne peut pas se satisfaire du fait qu'on nous dise « oui, ce sont les lois de l'histoire », dans les pays du Sud, il y a beaucoup de démographie, alors ils vont venir, c'est comme si votre voisine fait plein d'enfants et puis elle les envoie chez vous. À un moment donné, il faut retrouver la raison. Votre voisine a pris des décisions, elle doit les assumer. Ce n'est pas acceptable, et d'ailleurs de moins en moins d'Européens, parce que le processus que nous voyons à l'œuvre avec ce mouvement populaire en France, il est également le même dans d'autres pays de l'Europe, et même tous, ils placent tous l'immigration en tête de leurs préoccupations aujourd'hui, pour la question des élections européennes, parce que c'est un problème décisif. Vous devez avoir la possibilité de dire qui vous souhaitez faire entrer ou pas. Et aujourd'hui, eu égard au fait que nous observons que l'intégration culturelle ne s'est pas faite pour une majorité, il y a une majorité de personnes aujourd'hui, on s'en rend compte au travers du voile islamique. C'est-à-dire le fait qu'en quelques décennies, depuis 89 avec Jospin, ministre social, il était ministre de l'Éducation socialiste à l'époque, donc l'ancêtre de Glucksmann, qui disait à Elisabeth Chemla, la journaliste, que voulez-vous que ça me fasse que la France s'islamise? Vous voyez d'où on part. Et il faut s'appuyer également sur des islamologues comme Abdelwaheb Medeb, d'origine tunisienne, qui avait écrit, parce qu'on parle beaucoup de la question du voile, elle n'est pas anecdotique, la question du voile, parce qu'elle dessine véritablement le projet de société. Et Abdelwaheb Medeb avait écrit dans Le Monde en 2009, donc son document est encore disponible. Il avait dit « Il n'y a pas de différence de nature entre la burqa et le voile, le hijab, mais de degré. Et il insistait sur le fait que le voile, le hijab, était une atteinte au principe d'égalité et de dignité entre les sexes. Rendez-vous compte, est-ce que c'est ça le projet de société des Français, des Européens? Emmanuel Macron lui-même, il change tout le temps d'avis, mais tout de même, il le sait parfaitement. Il avait dit le voile n'est pas conforme à la civilité française, c'est-à-dire la manière de se comporter. Donc oui, cette affaire est une affaire qui est extrêmement grave, importante, et c'est une question de démocratie. Les élites n'ont pas le droit d'imposer au peuple ce que le peuple ne souhaite pas. Alors, puisque vous avez parlé de vous, je vais peut-être me permettre d'y revenir. Donc, nous l'avons dit, vous êtes d'origine algérienne. Pourquoi vous posez une question naïve, vous êtes assimilé alors quand tant d'autres d'Algériens ne sont pas? Est-ce que c'est une question de famille, de rencontre, de volonté? Comment vous analysez ça? Parce que c'est vrai que on dit actuellement, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, hein, mais que se joue, moi c'est un Algérien qui me l'a dit, se joue actuellement sur notre sol le match retour de la guerre d'Algérie, que cette guerre est encore très présente dans l'imaginaire algérien et que, vous l'avez dit, il m'a dit exactement la même chose que vous, que nos tentatives pour amadouer en faisant profil bas, c'est pire que tout parce que c'est une preuve de faiblesse. Mais comment analysez-vous cela vu de votre point de vue? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, Gabriel. C'est-à-dire que, d'abord, il y a le fait que la guerre d'Algérie a été instrumentalisée, mais des deux côtés. Des deux côtés. C'est-à-dire une partie des élites françaises qui ont instrumentalisé, regardez même régulièrement, mais ce sujet de la guerre d'Algérie à l'Assemblée nationale, ils veulent voter des lois contre ci, contre ça, etc. Par contre, ce qui se passe sur leurs yeux, là, ça ne les inquiète pas, ça ne leur pose aucun problème. Et vous avez également, côté algérien, mais je distinguerai, moi, le peuple de l'État, qui a instrumentalisé. Moi, j'ai vécu en Algérie, j'ai rencontré des personnes qui avaient fait la guerre, donc des moudjahidines, contre la France, et à l'époque, ils ne disaient pas de mal de la France. Et ils reconnaissaient que la France avait apporté un certain nombre de choses. Et c'était la guerre, les gens se sont battus, et puis c'est tout. On tourne la page.
Donc il n'y avait pas du tout cette animosité. À partir du moment où tout ce qui était mémoriel a été instrumentalisé pour avoir un retour sur investissement, souvenez-vous ce que je viens de vous dire sur les statistiques ethniques, c'est retour sur investissement. Si moi je dis que je ne suis pas intégrée, je suis d'origine étrangère, je veux plus parce qu'on ne me donne pas ci, on ne me donne pas ça, je vais avoir plus de chance aujourd'hui parce que je l'ai écrit, il y a une prime à la non-assimilation. Si vous dites, moi je suis français, je vais être traité comme les autres, pas de passe-droit, pas de discrimination positive, vous êtes mis de côté. Une grande partie des élites françaises ne s'intéressent même plus à vous. Vous ne les intéressez pas du tout. Donc, il y a toute cette instrumentalisation. Après, sur pourquoi moi et pas d'autres, je l'ai toujours dit. Au sein d'une même famille, moi, mes parents parlaient français à la maison. Ils ont toujours parlé français, c'est extrêmement important. Et même pour la nourriture, ma mère cuisinait français. On a commencé à connaître la nourriture. Je ne dis pas qu'il ne faut pas cuisiner étranger. Aujourd'hui, on cuisine de tout. Et moi-même, je fais plein de recettes d'Algérie, j'adore, etc. Mais c'est pour vous dire à quel point, à l'époque, la société avait un rôle aussi, c'est-à-dire que, y compris à l'école, les enseignants ne vous regardaient pas comme quelqu'un d'origine étrangère. Pareil pour tout le monde. Même si vous étiez pauvre, vous aviez les devoirs à faire comme tout le monde. Pas d'apitoiement. C'est ça qui a fait qu'on s'est battu, on a essayé de réussir, etc. Et on ne nous laissait pas la possibilité de remettre en cause aussi la culture française. Aujourd'hui, on a énormément laissé, parce que les professeurs souffrent, mais pendant très longtemps, y compris dans le monde de l'enseignement, c'était « oh les petits, oh ils savent pas, oh leurs parents ne parlent pas ». Parce que moi, quand j'étais au conseil d'intégration, il y a même des fédérations de parents d'élèves qui nous avaient dit « on exige qu'il y ait des traducteurs ». Et j'avais répondu, écoutez, moi à l'époque de mes parents, ils baragouinaient le français, ils sont débrouillés, eh ben, il ne faut pas d'autres traducteurs, il faut que les parents apprennent le français aussi. La génération de mes parents ont réussi et tant d'autres, eux aussi vont réussir. Pourquoi est-ce que vous partez du principe que ces personnes ne peuvent pas réussir? Donc il y a ça. Si vous donnez une prime à la non-assimilation, vous entravez le processus, ne serait-ce que d'intégration culturelle et même d'insertion, comme nous le voyons. Après, quand je vous parlais de la dimension morale affective, au sein d'une même famille, ça a été le cas pour moi, mais pour bien d'autres, vous avez des personnes qui vont tomber amoureuses de la France. Je vous dis, c'est une rencontre amoureuse, la civilisation, qui vont devenir françaises et pas d'autres. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas obliger. Par contre, on doit tout faire pour ne pas entraver le processus et le rendre impossible. Et je reviens à ce que vous avez dit, vous avez parfaitement raison. Le flux migratoire, par son importance, et en plus, en provenance de sociétés qui renouent avec la religion comme principe organisateur de la cité, a rendu l'assimilation quasiment impossible aujourd'hui. Donc c'est vraiment un gros problème. Et pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la liberté individuelle est anecdotique, le groupe, lorsqu'il devient important, il se reconstitue sur la terre d'origine et c'est lui qui empêche les personnes et les familles de s'émanciper finalement et d'essayer d'aller vers les principes et valeurs de la terre d'accueil. Donc en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'une partie des élites françaises ont tout fait pour empêcher que l'intégration culturelle ne se passe. Et aujourd'hui, ils ont joué aux apprentis sorciers. Et aujourd'hui, ils se lamentent sur les conséquences. Voilà pour si on doit rappeler aussi ce que disait Bossuet. Ben, c'est exactement ça. Cette fameuse citation. La jeune fille récemment tabassée à la paillade, à Montpellier, était issue d'une famille de harkis, pour terminer sur le sujet. Vous pensez que ça a pu compter? Ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas du tout à exclure. Je pense qu'effectivement, le fait qu'elle soit d'origine harkie, c'est-à-dire c'était les Algériens qui, à l'époque, avaient fait le choix de d'épouser le destin de la France, ont été vus, perçus, et même pour une part ou encore aujourd'hui, comme étant des traîtres. Et ce que je trouve, moi, traumatisant, c'est que ces familles-là ont fait le choix de la France, sont venues ici et ne sont peut-être même plus en sécurité aujourd'hui ici. Mais il y a également, donc il y a ça, à mon avis, il faut creuser dans cette direction, ce n'est pas exclu. Mais il y a également les 2 Algériens, dont un est décédé. En Algérie, ils n'ont pas été tués, ils viennent ici, ils boivent de l'alcool et quelqu'un vient, quand je vous disais la liberté individuelle à Bordeaux, la liberté individuelle n'existe pas, chacun est sommé de surveiller l'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'intégration culturelle est difficile, et il va vers eux, et il leur dit pourquoi est-ce que vous buvez de l'alcool, et il en tue un. Et dans mes ouvrages, j'ai parlé également de quelque chose qui est très important et qui en réalité permet d'identifier les contours d'une culture. C'est la distance interpersonnelle. Et dans les pays islamiques, la distance interpersonnelle n'existe quasiment pas. C'est-à-dire que n'importe qui, même dans la rue, à partir du moment où l'islam, parce que j'ai connu plusieurs périodes en Algérie, une période où les personnes pratiquaient, mais sans surveiller le voisin, donc chacun pratiquait un peu comme il voulait, prenait ce qu'il voulait, etc. Et il n'y avait aucun souci.
les gens cohabitaient. J'ai même connu une période où nous descendions à la plage en bikini. Aujourd'hui, ça serait impossible, pour vous dire. Pour pas s'embarrasser des serviettes, on allait à la plage en bikini, en Algérie. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avec le retour du fondamentalisme religieux, c'est-à-dire que le fait qu'il faut appliquer à la lettre les textes, etc., chaque personne se sent autorisée, parce qu'il y a cette absence de distance interpersonnelle, à venir vous dire, même dans la rue, qu'est-ce que tu fais toi? Et c'était au faciès. Au faciès, il a dit, ceux-là ont dû naître dans une famille musulmane, ils devraient respecter et donc ne pas boire, et donc y aller. Et donc même les personnes d'origine musulmane ne sont même plus en sécurité aujourd'hui en France. C'est dire à quel point l'État français, et non pas la France, l'État français a failli et finalement met tout le monde en danger. Alors avant-hier, c'était le 5e anniversaire de l'incendie de Notre-Dame. Vous avez dit, alors encore sur Radio Notre-Dame, que Notre-Dame, c'était l'âme de la France, qu'il fallait absolument le reconstruire. Donc là, vous êtes contente, j'imagine. Et pour paraphraser Marc Bloch, pour être français, il faut avoir pleuré le jour de l'incendie de Notre-Dame, vous pensez ? Je sais pas, mais c'est sûr que ça a été un grand traumatisme. Ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux. C'est-à-dire que les cathédrales jouent un rôle. C'est-à-dire c'est vrai que quand on aime la France, c'est indissociable de tous ces bâtisseurs. Quand on rentre dans une église, même dans des petits villages, quand on se promène, même avec mes enfants, on passait jamais devant les enfants disaient toujours « Ah, il y a une église, papa et maman vont s'arrêter ». Et bien, effectivement, on s'arrêtait. C'est-à-dire qu'il y a toute cette transmission qui est extrêmement importante. Il y a la beauté des lieux. C'est-à-dire tout ce que, finalement, cette transcendance amène comme volonté de faire du beau. Donc oui, Notre-Dame, ça m'a bouleversée, ça, comme beaucoup. Et ça m'a bouleversée aussi pour quelque chose d'autre, parce que je pense que je n'en ai jamais parlé, mais j'ai connu aussi Notre-Dame dans une autre vie, en étant ingénieur, c'est-à-dire que l'informatisation des orgues de Notre-Dame avait été faite par l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc c'était ces ingénieurs-là qui avaient, et je me suis occupée un peu du projet sur le plan commercial et eux sur le plan technique, sont eux qui avaient informatisé les orgues de Notre-Dame. Donc nous sommes restés avec mon époux pendant des heures, essayant de nous renseigner, est-ce que les orgues étaient sauvés ou pas. C'était quelque chose qui était extrêmement douloureux pour nous, oui. Oui, et aussi à titre personnel. Donc, alors finalement, on compte beaucoup sur la laïcité pour régler nos problèmes avec un islam conquérant, mais finalement, est-ce qu'on n'étouffe pas nos racines chrétiennes, parce qu'on a tendance à dire au catholicisme, oui, mais voyez, il faut montrer l'exemple à l'islam, donc montrez-vous le moins visible possible. Est-ce que finalement, cette laïcité qu'on promène, qu'on exhibe à tout va, est-ce qu'elle n'est pas contre-productive? Est-ce qu'elle ne finit pas par faire place nette pour une autre religion qu'est l'islam en forçant le catholicisme à se retirer dans toute sa visibilité de l'espace public? Alors, il faut distinguer deux choses. D'abord, la laïcité, comme on dit toujours, c'est la France qui a inventé, etc. Et d'ailleurs, les Américains l'utilisent contre nous. Sur la laïcité. D'ailleurs, dans mes livres, j'ai parlé également de l'ingérence américaine. Je fais une parenthèse. C'est extrêmement prégnant, c'est-à-dire qu'ils ont joué un rôle dans le fait que la France soit devenue une société multiculturelle, communautarisée, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Et je cite à l'appui le contenu, les extraits des câbles Wikileaks qui avaient été publiés par Julian Assange. Et c'est des câbles diplomatiques de l'ambassadeur américain qui rendait compte à sa hiérarchie de l'état d'avancement du projet, comment est-ce qu'ils ont noyauté jusqu'au programme d'histoire en France. C'est terrifiant. Donc, c'est des choses les documents sont encore publics. Je ferme la parenthèse. Sur la laïcité, 1686, c'est John Locke. L'Europe sort à peine et péniblement des guerres de religion. Et John Locke, encore une fois, ce grand philosophe anglais, dit « Il faut absolument faire en sorte que dans les relations interpersonnelles, dans l'espace public, les individus ne puissent pas se repérer en fonction des signes religieux. » Et John Locke identifie le fait que ça peut pouvoir permettre à certaines personnes de se compter entre elles et donc que ces hommes, dit-il, John Locke, s'encouragent entre eux et que ça puisse mener à des mouvements de sédition. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il suffit, Geox, il suffit que la personne soit refoulée d'un magasin parce qu'elle a une tenue que le gérant estime non conforme à l'image qu'il souhaite renvoyer de son entreprise. La personne met sur Internet et vous avez exactement ce que John Locke a parlé, 1686. Donc, ce n'est pas la France. Si nous avions au moins respecté la laïcité,
ça aurait permis de faire en sorte que nous ne soyons déjà pas dans ce mouvement d'identification partout au travers d'un signe religieux. Ça n'a pas été fait. Et la laïcité, ça n'a jamais été, on peut remonter en arrière, le fait de gommer tout ce qui appartient à la civilisation et à la culture et qui a fait la France. Ça n'a jamais été ça. Ça a été instrumentalisé à partir d'un certain moment. Pourquoi ? Par une partie des élites françaises d'origine qui ont souhaité, entre guillemets, régler son compte aux catholiques. C'est ça qui se joue. C'est véritablement ça. Mais la laïcité, ce n'est absolument pas... Imaginez-vous, Jean-Paul II n'aurait pas dit la laïcité fait partie de l'héritage s'il estimait que la laïcité, c'était gommer toute la visibilité du christianisme en France, alors que nous savons que le christianisme, le catholicisme, joue un rôle décisif, déterminant dans la culture française. Donc si au moins nous avions respecté la laïcité, nous n'en serions pas là. Et la laïcité, quand les gens font le procès, la laïcité, le laïcisme, ce sont en réalité des gens qui font tout pour détruire l'origine, la dimension chrétienne de la France. Et donc ils avancent pour faire tomber la laïcité, mais ça a été documenté. Tous ces éléments-là qui font que, moi j'ai toujours dit, et je maintiens, que la laïcité c'était la digue qui protégeait la France. Et j'ai même dit, lorsqu'on fait tomber la digue, on sait le sort qui est réservé à ces terres-là. Donc je le redis, la laïcité c'est un minimum, mais la laïcité ce n'est absolument pas de gommer ce qui fait partie, lorsque je vous ai parlé de culture et religion, la dimension culturelle, c'est-à-dire tout l'héritage chrétien qui est structurant pour l'identité française. Alors, un autre de vos livres s'appelle Décomposition française. Alors, comme je sais que vous aimez bien Philippe de Villiers, je crois que vous l'aimez bien. Oui. J'ai cru comprendre que vous étiez allé au Puy du Fou. Absolument, en famille, plusieurs fois. Comme moi. Pensez-vous que ce qui différencie un homme d'une civilisation, c'est que l'homme meurt avant de se décomposer et que la civilisation se décompose avant de mourir? Alors bref, est-ce qu'on est en train de se décomposer et de mourir? Est-ce qu'il y a encore un espoir? Alors, Décomposition française, lorsque je l'ai écrit, j'ai expliqué ce que ça signifiait. C'était la partition dont parlait François Hollande, la communautarisation de la France. C'est le séparatisme dont a parlé ensuite le président Macron. C'est ça la décomposition. C'est le fait que, à cause d'erreurs politiques majeures, nous passions d'un peuple un et indivisible, qui se revendique comme uni, qui essaie d'avoir une vision, de se projeter en avant. Nous sommes aujourd'hui avec plusieurs peuples sur le même territoire. Dominique Schnapper, la constitutionnaliste, elle avait dit, les diasporas, pourquoi parlons-nous de diaspora aujourd'hui? Les diasporas sont les peuples qui gardent la mémoire de leurs origines, y compris, l'origine culturelle, y compris lorsqu'il y a éclatement géographique. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes dans cette situation. Et j'ai toujours rappelé également les propos de Claude Lévi-Strauss, qui disait qu'il fallait se tenir à distance d'une fumée blanche, que les tribus devaient se tenir à distance d'une fumée blanche, et ça avait été résumé par sa grande biographe, qui disait, traduisant la pensée de Claude Lévi-Strauss, que les peuples ne vivent pas trop près les uns des autres, sinon c'est la guerre, mais que les peuples ne vivent pas non plus trop près les uns des autres, sinon c'est la guerre aussi. Et c'est cette erreur qui a été commise à cause de l'importance des flux migratoires, à cause du fait aussi que la société d'accueil, quand je dis la société d'accueil, c'est l'État qui a empêché les Français de faire en sorte que leurs principes et valeurs soient respectés sur leur territoire. Ce sont toutes ces erreurs qui nous amènent à la décomposition. Moi, je vais vous dire, non, il ne faut pas être fataliste. De Gaulle l'a dit. Il a dit, lorsque vous déplorerez le mal présent, on vous dira ce sont les lois de l'histoire, ce sont ces mots. Et il a dit, l'histoire n'enseigne pas de fatalisme. Il s'adressait à des officiers de l'armée française et disait, gardez toujours en mémoire, souvenez-vous que la volonté de quelques hommes peut briser le déterminisme et ouvrir de nouvelles voies. Donc moi j'y crois, il faut se mobiliser, il faut faire en sorte, et ça c'est un enjeu pour ces prochaines européennes, il faut lutter contre l'abstention, ce qui est en train de se jouer au niveau de l'Union européenne, le fait qu'on veut enlever le peu de ce qui nous reste de souveraineté au niveau des États et des nations. Et donc, ce qui est envisagé, c'est d'effacer les peuples européens. Le projet européen tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est absolument pas le projet d'origine, parce que le projet d'origine, avec le principe de subsidiarité, qui est très important, permettait de respecter l'identité des peuples. Et donc de laisser aux nations la faculté de décider sur un certain nombre de sujets. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui est décisif
ceux qui ne comprendront pas à temps à quel point le moment est urgent et dramatique, ce qui nous arrive. Les Français le voient désormais, de leurs propres yeux, si je puis dire. Ils ne se mobilisent pas, je le dis, porteront une part de responsabilité face à l'histoire. Nous sommes dans un moment où l'histoire avec un grand H s'invite de nouveau et chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Et si je puis dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est le refrain de la Marseillaise des enfants. On dit « Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. » Et c'est ça qui se joue. Quelle vertu nos descendants trouveront? Et donc aujourd'hui, chacun de nous sera jugé par l'histoire. On ne peut pas dire « Je ne savais pas, nous savons tout, nous avons tous les éléments qui sont publics sous nos yeux. » Donc il faut voter, il faut que le peuple reprenne les leviers, il faut que le peuple, désormais, puisse décider de nouveau, librement, de son propre destin. Merci Marika Sorel. Merci à vous. Merci chers lecteurs de Boulevard Voltaire et chers téléspectateurs en l'occurrence pour cette vidéo YouTube. N'oubliez pas de la liker, de l'aimer comme on dit en bon français et bon dimanche à tous.